bienvenue, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est le conseil de reprise, alors je vais demander le secrétaire des séances. La dernière fois c'était Charline. Vanessa. Allez, Vanessa. Alors je vais faire l'appel. Maïsa Thierry présent, Ember Audrey, David Jean-Christophe, Galie Véronique, Monique Pouvoir, Charline Moinel, Curé Philippe, Garcia Josepha, Graine Marcel, présent, Julien Silva, Nicolas Noir, Élec Marie-Hélène, Paras Séraphaël, Monique Pouvoir, Jean-Christophe Laguille, Munoz Dominique, H.M. Nicolas, Galambo Sandrine, Bouffini Hervé, Bouguet Emmanuel, Paul Roger, Carizo Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Budgema Bruno, le roi Patricia, Dieu le Jean-François, Bonel Charline, Stéphane Simon, Colombel Patrick, Estrada Calvi-Balisiane, Falcon de Lucas Chantal. Absent, elle a donné une procuration, M. Lombet. Dardé Pascaline, qui a donné pouvoir à Lisiane Estrada Calvi-Bar. Boudard Nicolas. Présent. Aspa Didier. Présent. Et Focaccia. Présent. Et Charbonnier Bernard, présent. Ah, excusez-moi là. Entre les deux pouvoirs, j'ai sauté, excusez-moi. On le voit que je suis là. Je vais passer la liste. Alors, vous avez l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous propose de rajouter un point relatif à l'environnement et au cadre de vie. Il s'agit d'adhérer à la charte de route propre proposée par le département. Il y a des choses là-dessus. Ok, je vous remercie. Donc, on l'ajoutera en fin de conseil. Alors, la question numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 29 juin 2022. Y a-t-il des observations? Aucune. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4, 5, 6. On est absent. D'accord. Donc, tout soit annulé. Mais les pouvoirs, voilà. Comment? Vous vous abstenez tous? Moi, j'étais absent. Ah, c'est intéressant. Non, mais moi j'ai eu un pouvoir. J'ai donné un pouvoir, mais j'étais absent. Oui, mais là, il regarde en fait Ce si soir. vous êtes que vous. Ce soir, là, on est sur le. Et vous parlez aussi. Vous plus Ah oui. pouvoir ou Alors, oui, t'as raison. Ouais. D'accord, donc je vote favorablement. Donc tout à l'heure. Alors là, je m'abstiens pour moi. D'accord. Et je voterai pour Chantal tout à l'heure. Quand tu poseras la question, qui est favorable. D'accord. Et qui est pour? Ok. Question numéro 3, relative aux décisions prises par M. le maire. Vous avez devant vous toutes les décisions que j'ai prises. Y a-t-il des observations? Monsieur Lombel. Juste une question pour confirmer. Le véhicule surélevé de la police municipale, c'est un crossover pour SUV, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'est tout. Une précision. Y a-t-il d'autres observations? Aucune. Question
numéro 4, Finances et communication des comptes de la CEMABAT, je laisse la parole à M. Davico. Oui, bonsoir. Donc, on a déjà présenté les comptes de la délégation de service public qui concernent la gestion du village vacances. Là, c'est les comptes de la société complète, donc qui comprend à la fois le secteur hébergement, et le secteur, on a déjà vu, et le secteur aménagement de la CEMABAT. Donc, le chiffre d'affaires correspond à une année Covid, en fait. Donc, c'est pas fantastique, mais c'est pas du tout catastrophique. C'est la moyenne, c'est un peu supérieur à l'année précédente. Il n'y a pas eu d'événements exceptionnels sur la gestion passée et on voit que la société a conservé des réserves très importantes. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des observations sur les chiffres qui nous ont été présentés? Je vous passe. Oui, c'est juste une remarque par rapport au compte de la CEMABAT. Donc on voit que l'activité hébergement reprend le dessus sur 2021 en termes de chiffre d'affaires sur l'activité aménagement. Donc je reviens toujours, parce que c'est vrai que peut-être que je me répète, mais nous on a une société d'économie d'aménagement du bassin d'Auto qui avait été créée pour des objectifs bien précis, un objet social bien précis. Et je continue de penser que cette activité hébergement, elle est un peu... c'est un peu l'intrus dans cette activité, même si elle peut être rentable, elle peut être intéressante. Donc à partir de là, si j'interviens sur ce sujet, c'est parce que bien sûr il y a une suite, il y a tout ce sujet qu'on a sur le Thalassa. D'abord, bon, je m'excuse, je n'ai pas pu être là à la réunion la dernière fois, elle était jeudi après-midi, la réunion de présentation, donc Jean-Christophe m'a un peu dégrossi vite fait. On n'en était pas à ces choix juridiques, mais plutôt au choix de savoir sur quel niveau, sur quel level on va se positionner. Bon. Indépendamment de ça, moi je préfère anticiper sur ce que j'ai toujours dit. Je pense qu'on n'échappera pas au fait qu'il faille une autre entité que la CEMABAT pour gérer le Thalassa, même si on peut tout à fait le garder dans le giron de la commune d'une manière ambiante, d'une manière juridique, en faisant peut-être une autre société communiste ou enfin plein de solutions. Mais je pense qu'il faut... ça noie trop le poisson, ce mélange des genres entre l'activité aménagement et l'activité hébergement de la CEMABAT. Voilà. Pour vous répondre, M. Lucas, en fait, il y aura un appel d'offres pour voir qui sera le gestionnaire de cette partie-là. En fait, aujourd'hui, du côté tourisme. Donc, on avait fait une DSP qui a été prolongée et celle-ci va être mise à un appel d'offres pour savoir qui va prendre. Donc, la réunion que vous avez ratée, c'est vraiment l'aménagement que la ville de Metz va faire, veut qu'il soit fait et que la personne qui va être choisie, par le biais de cette convention qu'on passera, réalisera. Voilà, mais ce n'est pas nous qui décidons, ce sera l'appel d'offres qui décidera qui gérera. Et ça sera peut-être la CEMABAT parce qu'elle aura répondu favorablement à tous les critères qu'on aura demandés. Moi, juste une observation. Il n'est pas question de noyer le poisson puisque les comptes sont séparés. Donc on met en gestion à part les comptes de l'hébergement. Ils sont présentés dans le cadre de la délégation de service public, ils sont représentés aujourd'hui. Donc on voit bien dans l'activité société CEMABAT qu'est-ce qui relève de la gestion du Thalassa et qu'est-ce qui relève de tout le reste. Donc ça m'apparaît clair. Après, c'est une question de philosophie qui doit gérer quoi. Mais au niveau du conseil municipal, on a les informations parfaitement claires entre ceux qui relèvent de la gestion village vacances et ce qui relève de la gestion société CEMABAT où on est actionnaire. Donc c'est juste la remarque que je voulais faire. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais vous savez que dans une entité, il y a toujours des arbitrages. Et il peut arriver qu'un jour, il y ait des arbitrages entre l'hébergement et l'aménagement. On ne sait pas pourquoi. La société CEMABAT, aujourd'hui, c'est son capital,
ces millions d'euros qu'elle a en capitaux propres, c'est surtout grâce à l'aménagement qu'elle a. C'est pas grâce à l'hébergement. L'hébergement, elle est juste gestionnaire d'un site qui appartient à la commune. Et donc un jour, s'il peut y avoir un arbitrage qui soit défavorable, bon, le président de la CEMAPAT, il est dans la salle, donc on ne devrait pas être trop lésé, mais j'aime pas trop ces mélanges des gens. De plus, je pense qu'il faut confier ce genre d'établissement à des gens qui connaissent le boulot et qui font que ça. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est la question que je me pose. Mais moi bien sûr qu'il faudra, il y aura une remise en cause de la délégation de service public et de refaire une délégation de service public. Mais après, rien n'empêche de créer une entité dédiée. C'est pas interdit. Non, c'est sûr. Rien n'est interdit. De toute façon, comme je fais également partie du conseil d'administration de la CEMAPAT, puisqu'elle n'appartient pas à 100% à la ville de Metz, la CEMAPAT, puisqu'elle appartient à plusieurs actionnaires, notamment le département, la commune de Villebérac, Gijan. Vous avez tout à fait raison en disant que les arbitrages pourraient être faits dans un sens ou dans un autre, puisque la ville de Metz n'est pas 100% propriétaire de la CEMAPAT. Néanmoins, malgré tout, la CEMAPAT gère aussi des bâtiments comme les locaux de l'EHPAD, comme des bâtiments sur Gijan, donc elle est quand même capable aujourd'hui d'assumer une gestion. Et puis on voit quand même qu'elle, jusqu'à présent, elle a quand même bien fait, puisque le village de vacances est toujours village de vacances. Voilà. Oui, si, moi je trouve qu'elle a bien fait quand même jusqu'à présent. Il y a des travaux à réaliser, vous le savez également. Et puis, comme je vous l'ai répété, la délégation va être remise en question. Une DSP va être proposée. C'est la fin de la DSP de la CEMAPAT. C'est celui qui sera le meilleur qui l'emportera. Ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est la loi des marchés. Il y a d'autres questions? Non. Alors, avant de passer au vote, il faut que les gens quittent la salle, puisqu'il y a des gens qui sont concernés. Donc, Vladimir, Thierry Lazare, Nicolas Archenbault, il y a Charline aussi, Patricia, les gens qui sont membres du. Et Roger, qui est au conseil d'administration aussi. C'est pas gentil avec Roger. C'est bien. C'est pas quand même. Voilà, donc il s'agit de prendre acte de la présentation des comptes et de donner qui touche aux administrateurs, c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc qui est contre, qui s'abstient, une abstention et qui est pour. Monsieur Bogas. Ok. Merci. Question numéro 5 pour génération finance, taxe d'urbanisme, demande et de remise des pénalités de retard. Monsieur Clavier, je présente la délibération. J'arrive encore à parler sans micro, mais c'est mieux pour l'enregistrement. Bien, il faut simplement rappeler, mesdames et messieurs, qu'en vertu de l'article 2251A du livre des procédures fiscales, l'Assemblée délibérante peut accorder la remise gracieuse des pénalités de retard du paiement des taxes d'urbanisme sur proposition du comptable chargé du recouvrement. Cet avis ne lie toutefois pas la commune. Monsieur le maire a été saisi d'une demande de la Direction départementale des finances publiques de l'Hérault le 16 juin 2022, émettant un avis favorable à la remise des pénalités pour retard de paiement de la taxe d'urbanisme émise suite à la délivrance du permis de construire numéro PC 157 08 V 0055. Le bénéficiaire du permis s'est acquitté de l'intégralité du montant de sa taxe d'urbanisme en principal, soit 5 333 €. Mais les majorations et les intérêts de retard restent actuellement dus pour un montant de 2 331 €. Considérant que la taxe
que les taxes ont été acquittées et qu'il ne s'agit que de statuer sur la remise des pénalités et majorations inhérentes à ce retard, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir, premièrement, accéder à la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard de la taxe d'urbanisme inhérente à la délivrance du permis de construire dont je citais le numéro pour un montant de 2331 €. Et deuxièmement, autoriser M. le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 6, finance, approbation de la convention relative à la répartition et la prise en charge des frais d'hébergement des renforts de gendarmerie pour la saison 2022. Le personnel de renfort de garde mobile pour la saison estivale 2022 relevant des périmètres d'intervention des brigades de gendarmerie de Metz, de débarrage de Metz, a été hébergé au village de vacances à Loup, Soleil-Yarou, rue du Mont-Saint-Clair à Valruc, géré par Sodix Tour, enseigne Touristra Vacances. Il a été proposé de répartir la prise en charge des frais d'hébergement de ces 6 gendarmes entre les communes de cette agropole méditerranéenne de ce même périmètre au prorata de la population DGF. La présente convention fixe la répartition et le montant de la prise en charge des frais d'hébergement des renforts de garde mobile de la saison estivale 2022. Le coût du séjour s'élève à 11 250 €. Le montant de la prise en charge pour la ville de Metz s'élève à 3 063,91 TTC pour la période du 17 juillet 2022 au 28 août 2022. Approuvant les termes de la convention relative à la répartition et à la prise en charge des frais d'hébergement des renforts de gendarmerie pour la saison 2022 entre la commune de Metz et les communes de Fouzy, Ballaruc-les-Bains, Ballaruc, Gija, Montbazin, Poussin, Goudévrac, jointes en annexe. Prise en charge des frais d'hébergement à hauteur de 3 063,91 pour la commune de Metz au titre de l'année 2022, qui seront réglés par mandat administratif à Sodix Tour, enseigne Touristra Vacances. À réception de la facture afférente, les crédits seront prélevés au chapitre 011, article 613. Il est autorisé, monsieur le maire ou son représentant, à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Monsieur Olombel. Oui, juste une information. Pourquoi est-ce que la signature de la convention vient après la saison? Il y a sûrement un problème technique. Non, c'est chaque année, l'année dernière, quand vous l'avez passé en septembre aussi, donc ça doit arriver un peu tardivement. Je pense que c'est une partie technique, quoi. Oui. Okay, parce que ça avait été pas dans le passé, j'ai regardé justement, ça arrive toujours en cours de saison. C'est vrai que ça serait mieux de le faire avant, et puis ça permettrait aussi de discuter de certaines choses, parce qu'il y a quand même des anomalies. L'année dernière, nous avions payé 2 384 € et cette année, ça monte à 3 063,91, c'est-à-dire 28% d'augmentation. Et ce que je trouve anormal, c'est que la ville de Goupian, après, elle fait ce qu'elle veut, mais vous remarquerez que dans la convention, elle n'y est pas, elle refuse le paiement. Et donc, je ne vois pas pourquoi la ville de Goupian ne participerait pas au renfort, surtout qu'ils en profitent aussi. Donc, l'année dernière, j'ai regardé l'ancienne convention, c'était au camping de Goupian, c'était la ville de Bouzigues qui avait fait la convention. Et là, maintenant, on est passé par un opérateur. Et donc, donc je pense que je vais quand même écrire et me renseigner pour avoir quand même des renseignements et des éléments. On pourrait aussi nous les héberger sur Metz aussi. Puisque je trouve quand même anormal, c'est qu'on a quand même en charge la gendarmerie, on a quand même déjà, on va dire, ça nous coûte la gendarmerie de Metz, et en plus on nous met des renforts, et ce qui est anormal, c'est que des communes ne veuillent pas payer. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir quand même une discussion là-dessus. Voilà. Mais sachez que la convention est arrivée certainement tardivement, sinon on l'aurait passé pour essayer d'avant. J'ai regardé justement l'année dernière, elle a été passée en 2021 septembre. Voilà. Voilà, si je peux répondre. Y a-t-il d'autres questions?
je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 7, finances et définition d'une politique tarifaire et fixation des tarifs municipaux. Je laisse la parole à Marcel Black. Merci, monsieur le maire. Alors, sur le sujet des tarifs municipaux, et en préambule de la question que je vais vous exposer, il faut souligner que cela est le résultat d'une concertation avec les services entre le 19 et le 28 juillet, et ensuite d'arbitrage, de mise au point, qui nous ont mené à la date du 17 août. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu réunir la commission consultative locale finance, à qui néanmoins l'ensemble de ces tarifs a été adressé pour avis, sachant que nous avons eu bien sûr un retour, et ce qui nous a permis de compléter totalement l'information qui a été diffusée. Alors, sur ce sujet des tarifs, il faut rappeler la volonté municipale de parvenir à une décision ayant du sens et étant aussi équitable et claire, aussi claire que possible. Pour cela, elle a été précédée d'une réflexion globale et stratégique. Un état des lieux des éléments du contexte doivent être appelés. En effet, l'analyse de la grille tarifaire existante encore aujourd'hui fait apparaître une grande diversité de situations. Des tarifs bas, moyens ou élevés par rapport à des collectivités comparables. Un rapport très variable au prix de revient du service public pour la collectivité. L'application variable de critères sociaux aux tarifs. La fixation assez peu fréquente de tarifs extérieurs, donc c'est pour les non-lésoirs. Des dates de dernière évolution tarifaire allant de 2015 à 2021, alors que l'inflation de 2015 à 2021 a été mesurée à 10,5% et que l'inflation 2021-2022 est actuellement estimée à 5,8%. Alors, quelle est la question des tarifs et le contexte financier? Alors, les tarifs représentent seulement 5% des recettes réelles de fonctionnement de la commune. La situation financière structurelle de la collectivité reste à consolider. Cet objectif va être rendu plus compliqué à atteindre en 2023 par les impacts forts de la hausse du coût de l'énergie et de celle des charges de personnel. Par rapport au contexte lié au service public, des évolutions réglementaires, comme la loi Egalim, vont peser sur le coût des services publics dans les années à venir. Et par rapport à la situation sociale, il faut noter que la période actuelle est marquée par une forte inflation. Cela entraîne des difficultés pour de nombreux foyers, et cette situation doit être prise en compte. Alors, quels sont les enjeux, les objectifs de cette politique tarifaire? 5 thématiques ont été analysées. Premièrement, l'accessibilité du service public. Donc pour nous, c'est maintien du recours aux critères sociaux pour fixer certains tarifs, comme l'ALP, l'ALE, les repas des aînés. Le maintien de l'action sur les tarifs de certains services, pour les rendre plus attractifs. Justice sociale. Il s'agit là d'un élargissement de la tarification différenciée entre les mésois et ceux qui sont extérieurs à Metz. S'agissant du rapport au coût du service, c'est la prise en compte adaptée d'un lien avec le coût du service même. Et enfin, les arbitrages entre usagers et contribuables. En fait, malgré la faible part des produits et des services dans les recettes de fonctionnement, la répartition usagers et contribuables n'est pas à modifier. Et dernier point, celui de l'objectif financier. L'ajustement des tarifs devait se faire de manière adaptée, en fonction des tarifs existants, comparaison avec d'autres communes, lien avec le prix du service, en considérant par ailleurs l'inflation et le délai de non-évolution des tarifs, tout en prenant en compte la soutenabilité financière pour les usagers, notamment les familles. Enfin, aucun objectif de progression dans le cadre de
cette partie financière, chiffrer les produits et les services, mais ni fixer, ni rechercher. Alors, suite au constat de l'état des lieux du contexte, les objectifs qui ont été fixés constituent ainsi une politique tarifaire. La traduction concrète de cette politique tarifaire a été travaillée de manière participative entre services et élus, puis soumise à la commission extra-municipale des finances, qui n'est pas le cas, on l'avait écrit, mais ça n'a pas pu se faire. À l'issue de dans les conditions normales d'une réunion en présentiel. À l'issue de ce processus, les propositions suivantes sont faites au conseil municipal. Donc, il s'agit des tableaux en annexe. Mais je rappelle bien que les services ont été très proactifs dans justement cette construction, apportant à la fois des critiques pour limiter certaines évolutions ou pour nous mettre, je dirais, un peu dans un standard qui correspond à la taille d'une commune de 13 000 habitants déjà, bientôt 13 000, par rapport justement à ce rapport entre contribuables et usagers. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la politique tarifaire présentée, de valider la grille des tarifs municipaux annexés, de valider les dates variables d'applicabilité des différents tarifs municipaux, comme présenté dans les tableaux annexés, et enfin de dire que les recettes seront perçues au chapitre 70, produits des services du budget communal. Alors, s'agissant des tableaux, en fait, on a présenté le tableau, la proposition tarifaire dans un premier temps, et un deuxième tableau qui permet de mesurer les taux d'évolution entre les tarifs encore en vigueur et les propositions qui sont faites. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre d'augmentations, quelques diminutions aussi. On a segmenté par grand domaine l'hébergement municipal, le restaurant municipal. Et là, il s'agit des repas, des usagers locaux, etc. La restauration des aînés. En particulier, on a fait en sorte que les couples ne paient pas 2 fois le portage des repas. Donc ils ne le paieront qu'une fois. La restauration scolaire. Donc vous avez les repas réguliers, les repas occasionnels, les repas extérieurs, des enfants extérieurs à la commune, les repas ALE, pastel et ado. Ensuite, les structures d'accueil de loisirs, ALP et ALE, l'espace jeune. Et on a considéré en particulier le montant imputable aux familles en fonction du quotient familial. Les locations des salles et matériels, où pour certaines, on a introduit, bien entendu, une facturation pour les extérieurs. La location des infrastructures sportives, je vous ai également listé. Le cinéma, voilà, qui nous permet d'encourager en particulier le tarif plein par carte d'abonnement 10 places ainsi que le tarif réduit. Donc on encourage le fonctionnement à la carte. Les occupations du domaine public, les forains et les fêtes foraines, des tarifs des marchés animation commerciale, les terrasses, les autres occupations du domaine public, en particulier les échafaudages, les jeux de chantier, palissades, etc. Les prestations drones pour les collectivités territoriales et le cimetière. Vous n'avez pas subi de modification depuis pas mal de temps. Donc il était, pour beaucoup de familles, il était vraiment pas cher de se faire inhumer, mais par rapport à d'autres communes. Mais on n'a pas augmenté beaucoup. On maintient un tarif de 5. Voilà, donc de rester dans une gamme de prix basse.
Donc voilà, s'il y a des questions. Oui, juste une remarque. Je ne sais pas, Marcel, vous avez parlé de 15 000 habitants. Ce n'est pas notre tradition de monter à 15 000 habitants. Je vous rassure, parce qu'il ne fallait pas que ce soit mal interprété. C'est un constat. Non, mais un constat. Mais... On y va. Y a-t-il des questions? Monsieur Foucault. Oui. Alors, tout d'abord, je voulais souligner la qualité du travail qui a été fait. Beaucoup de pertinence aussi, à mon avis, dans les choix qui ont été faits, qui sont des choix fatalement à la fois techniques, mais aussi politiques. Je voulais remercier les services aussi pour la réactivité, puisque dès que Marcel nous a transmis les nouveaux tarifs, j'avais demandé à ce que les membres de la commission puissent faire la comparaison avec les anciens tarifs. Et c'est en quelques, je ne vais pas dire quelques heures, mais en quelques jours, on a eu les tableaux avec les anciens tarifs, les nouveaux tarifs, et même le taux d'évolution, ce qui est appréciable. Bien sûr, déjà, moi j'ai pas la prétention de me rappeler de tous les tarifs de la commune, et en plus les nouveaux membres de la commission, puisque la commission est nouvelle, ça leur faisait une bonne base pour pouvoir réfléchir à tout ça. Bon, d'après ce que tu as dit Marcel, il n'y a eu qu'un seul retour, c'est le mien, a priori. Il y a toujours une exception, donc, ou une question, c'est par rapport au tarif des forains, qui n'augmente pas. Donc 0% d'augmentation sur le tarif pour les forains. J'ai rien contre les forains, vous savez, quand on prend la parole, souvent, et qu'on parle, comme il y en avait quelque chose, on dit celui-là il est contre les forains. Si j'avais parlé des cracheurs de feu, on m'aurait dit il est contre les cracheurs de feu. Mais là, c'est les forains qui n'ont pas d'augmentation sur la place. Par contre, tout le monde mange, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est normal. L'inflation, elle est pour tout le monde subit. Et il doit y avoir, bien sûr, et vous allez me la donner, l'explication pour laquelle les forains augmentent à 0%. C'est peut-être une explication politique, c'est peut-être une explication sur la situation, c'est peut-être une explication par rapport aux 2 années qui viennent de s'écouler et où les forains n'ont pas pu faire grand-chose. Mais je rappelle que toute la population et beaucoup de corps de métier ont été touchés aussi pendant ces 2 années qui viennent de se passer. Et même pas des corps de métier. Là, nos terrasses de restaurants augmentent, nos places de nos commerçants à l'air augmentent, les tarifs pour les usagers augmentent. Moi j'aime bien les forains. Je ne vois pas pourquoi, même avec toutes les... On peut donner une explication, mais après, quand on relativise par rapport à tout le reste, on s'aperçoit que faire ces exceptions-là, finalement, ça n'amène pas du bon. Alors, pour éclaircir, on est à, par exemple, pour les Halles, une augmentation de 4,94%. C'était échangé depuis 2018, c'est vrai. Les marchés traditionnels, le mètre linéaire joue pour les abonnés plus 27%. C'est des gens qui eux aussi ont subi la crise sanitaire. C'est des gens qui eux aussi connaissent les retombées de l'augmentation de l'électricité et des carburants, etc. Donc, bon, ça me paraît... Alors peut-être vous allez me sortir une raison qui va me dire, ben bon, vous avez eu raison de le faire, mais pour le moment, à la lecture de ça, ma position à moi, c'est celle-là, je suis très surpris qu'il n'y ait qu'un corps de métier qui ne soit pas affecté par cette augmentation. Même une augmentation qui aurait pu être minime, ça serait passé, on aurait dit, voilà, bon, tout le monde fait l'effort. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Madame Silva. Oui, donc pour répondre à votre question, parce que vous avez fait question-réponse, alors ça n'a rien à voir avec le fait du Covid sur 2020-2021. Le fait qu'ils n'aient pas subi d'augmentation, c'est qu'ils ont subi une très grosse augmentation en 2019 par l'ancienne majorité. Notamment, ils ont eu un accès à l'électricité qui leur coûte 100 € par établissement.
en sachant que tout le monde ne consomme pas pour 100 € d'électricité. Donc cette année, on s'est retrouvé avec des forains qui payaient entre 700, 600, 500 € d'emplacement là, pour la fête de Metz dernièrement pour des petites surfaces. Voilà. Ils ont une très très grosse augmentation, donc on ne pouvait pas ici rajouter, c'est les seuls qui ont les augmentations, les commerçants sédentaires, non sédentaires sur le marché, ça n'avait pas été touché depuis des années. Alors il y a certes une augmentation aussi sur les terrasses et les commerçants non sédentaires du marché, mais on va regarder par rapport aux autres communes, on est à 1,40 € du mètre linéaire sur l'abonnement. Sur d'autres communes, j'ai plus le nombre des villes en tête, on est dans les 2,50 à 3,45 par mètre linéaire. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle les forains n'ont pas été augmentés, c'est parce qu'ils ont subi déjà une très très grosse augmentation en 2019. Y a-t-il d'autres questions? Aucune. Alors ce que je voulais parler aussi par rapport à l'augmentation des repas de 3,61 à 4,08, l'association des maires de France prévoit entre 5 et 10% du prix du repas. Et les syndicats nationaux de la restauration collective qui gèrent 40% des cantines dans notre pays demandent 7%. Donc on est quand même bien en dessous de l'augmentation qui est faite dans le pays. Et je pense qu'on a quand même eu la chance d'avoir une cuisine centrale qui fait de très très bons repas. Nous avons, parce que j'ai cherché un peu aussi par rapport à ce qui se faisait un peu partout, il y a des endroits comme en Rouen ou à Dieppe, par exemple, ils ont refusé d'augmenter le prix de la cantine, seulement ils ont choisi le retrait des entrées des repas. Alors je pense que c'est bon, si c'est pour enlever l'entrée ou le dessert aux gamins, je trouve que à la rigueur, ils vont mieux augmenter. Je pense que c'est le repas il y a certains gamins que c'est on va dire, le repas principal de la journée. Donc voilà, et après c'est vrai qu'on va aussi continuer à travailler sur les déchets, essayer d'éviter le gaspillage. Voilà. Donc je crois que Marie-Hélène, tu voulais dire quelque chose là-dessus ou... Non, mais juste oui, à monter un petit peu ce que tu as dit, on a la chance en fait d'avoir une cuisine centrale et d'offrir à nos enfants des repas de qualité. Et c'est vrai que la volonté municipale est de poursuivre ça avec le bio. Et aujourd'hui, la loi Egalim nous impose aussi 50% de produits bio et de produits durables. Donc tout ça fait que le coût de revient du repas augmente un peu, ce qui justifie totalement l'augmentation que l'on a aujourd'hui, sans parler de l'inflation et des ressources. Voilà. Donc effectivement, le choix a été fait d'augmenter un peu le repas, mais c'est pour garantir des repas de qualité à nos enfants, de poursuivre dans cette direction. Et effectivement, c'est vrai qu'on est un petit peu en dessous de l'effort qui a été demandé par le syndicat de la restauration collective ou collective. Alors j'aimerais aussi rajouter que par rapport au portage du repas, jusqu'à présent il était englobé dans le repas. Donc on l'a mis à part justement parce qu'il y a des gens qui ont des remboursements sur les portages. Et puis bien sûr par rapport au couple, il y avait par exemple un couple se faisait livrer le repas, donc on comptait 2 fois le portage, du fait qu'il était englobé dans le repas. Alors à partir de là, ces gens-là n'auront plus qu'un seul portage, puisque c'est normal, on va à un seul domicile. Voilà ce que je... Après, bon, il y aura certainement autre chose, mais bon, donc ici. Si vous avez d'autres questions, sinon je passe au vote. Alors il est proposé d'approuver la politique tarifaire présentée, de valider la grille des tarifs municipaux aussi annexés, valider les tarifs variables d'application des différents tarifs municipaux, ainsi que présentés dans les tableaux annexés, et dire que les recettes seront perçues au chapitre 70 produits et services du budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, question numéro 8, accueil collectif de mineurs de la ville de Metz, modificatif du règlement. Je passe la parole à Marie-Hélène. Merci, monsieur le maire. Alors, le projet de délibération porte sur le règlement des accueils collectifs des mineurs et les modifications à y apporter qui vous sont présentées en dessous, surlignées en gris.
Donc, première modification, elle a pour but d'optimiser le bien-être de l'enfant dans sa prise en charge et d'assurer une cohésion de tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment pour les enfants qui sont inscrits à la passerelle, c'est le 6e, ils ont la possibilité, sur une même période, de s'inscrire à la passerelle professionnelle et de s'inscrire dans un autre sens pour les CESCI la semaine d'après. Donc, ce qui limite un petit peu la cohésion du groupe et tout au long de l'année. Donc, est proposé la modification suivante. Un enfant fréquentant la passerelle ne pourra pas être accueilli sur la même période au centre de loisirs, les CESCI. Il sera possible, après accord des directeurs, d'accepter l'enfant au CESCI durant le mois d'août du fait de la fermeture de l'espace jeune. La deuxième modification, elle vise à modifier le taux d'encadrement d'accueil et la gestion de planning des agents. Il est proposé des majorations qui seront appliquées lorsqu'un enfant reste en ALP sans réservation. Cette majoration sera à hauteur de 2 € et sera applicable à partir du 1er janvier 2023 pour le laisser le temps. 2023, pardon. Du 1er janvier 2023 afin de laisser le temps de faire le travail de pédagogie nécessaire auprès des parents. Troisième modification, cette fois-ci, concerne la cantine. Elle vise à permettre de gérer au mieux les quantités des repas préparés et l'approvisionnement des stocks en denrées périssables pour la restauration scolaire. Alors, il est proposé, jusqu'à maintenant, les parents pouvaient annuler les repas jusqu'à 9h30 du matin, ce qui rendait la gestion des stocks difficile. Et aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça a aussi généré beaucoup de déchets lorsque les enfants, lorsque les repas étaient préparés, mais que les enfants étaient désinscrits jusqu'à 9h30. Il est donc proposé la modification suivante. Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être annulée depuis le portail famille, et ce avant 8h le matin du premier jour d'absence. Là encore, l'application est différée. Elle est différée au 7 novembre 2022, le temps aussi de permettre aux parents d'intégrer cette nouvelle modification. Toutefois, il est stipulé que si la demande est faite après 8 heures, et en cas d'enfant malade, donc avec un certificat médical attestant, il sera possible de faire une annulation après 8 heures. Et enfin, dernière modification, des majorations seront également appliquées lorsqu'un enfant reste en cantine sans réservation. Majoration aussi de 2 €. Y a-t-il des questions? Aucune question. Donc, je demande donc d'approuver les modifications ci-dessus indiquées, autoriser M. le maire à signer le présent règlement et le charger de son application. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 9, règlement intérieur du conseil municipal. Alors, lors de la séance du 8 juin 2022, l'Assemblée a adopté le règlement intérieur fixant les règles propres et les fonctionnements internes dans le respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur. Il fait part d'une lettre adressée par la préfecture informant que la rédaction de l'article 10 de ce règlement relatif à la commission consultative des services publics locaux n'est pas conforme du fait de la modification de l'article L. 141.3.1 du Code général des collectivités territoriales inhérente à la loi 3DS du 21 février 2022. Il convient donc de corriger la rédaction de l'article 10 du règlement intérieur tel que précisé en annexé. Il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir approuver la modification du règlement intérieur du conseil municipal selon la correction expliquée ci-dessus. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, M. Bocas. Désolé. Observation, donc, c'est la préfecture qui essaie de remettre les choses en place, c'est-à-dire plus de légalisme. Mais moi, j'avais fait des remarques lorsqu'on avait voté le règlement intérieur. Et il y avait eu des échanges. Après le conseil, j'avais apporté quand même des pièces qui corroboraient un peu ce que je disais.
Et on avait une discussion informelle, monsieur le maire, vous m'avez dit que vous allez faire un petit geste sur la publication sur la page de la ville. Voilà, donc je n'ai pas de retour, c'est juste une question pour savoir si, bon, vous ne le formalisez pas, vous aurez pu profiter de l'occasion de le revoter pour le formaliser, bon, on ne le formalise pas, mais si c'est toujours d'actualité, et si il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, puisque je me suis renseigné, sur ce sujet, vous avez raison, il y a des obligations en termes notamment sur les supports numériques, que ce soit sur les sites de la ville ou sur les Facebook de ville. Donc il n'y a aucun souci, j'en ai parlé avec le responsable de la communication et on va faire le nécessaire dès la rentrée. Merci. Voilà. Donc je passe, je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Alors, question numéro 10, composition de la commission consultative des services publics locaux modifiés. Je laisse la parole à M. Marcel Gren. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, il faut rappeler que lors de la séance du 8 juin 2022, l'Assemblée a approuvé la composition de la commission consultative des services publics locaux qui comptait des élus et des représentants d'associations locales. La lettre adressée par la préfecture vous informait que l'article 6 de la loi 3DS du 21 février 2022 a modifié la composition de cette commission au sein de laquelle peuvent siéger des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux selon la nouvelle rédaction de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, il est possible à présent de déterminer librement les représentants associés au sein de la dite commission et de désigner toute personne qui porterait un intérêt à la vie des services publics de la ville de Metz. Donc je rappelle la liste des représentants déjà désignés. Pour les élus, les titulaires, il y a moi-même, Madame Audrey Imbert, Monsieur Jean-François Deleu, Madame Charline Boinel, Madame Lisiane Estrada. Et les suppléants respectifs sont M. Séraphin Farah, Mme Emmanuelle Boudet, Mme Patricia Leroy, M. Hervé Bouffinet, M. Jean-Christophe David. Pour les autres membres, il s'agit du club de canoë-kayak, le CKMBT, M. Gilbert Rodriguez, avec comme suppléant M. Patrice Roux. Pour l'association UFC, il s'agit en titulaire de M. Gérard Ayeul et en suppléante, Mme Hélène Gourbel. Pour le Secours populaire, en titulaire, M. Joël Duras, en suppléante, Mme Martine Mansuy. Pour l'association du don du sang, titulaire, M. Christian Ferrand et suppléant, M. Michael Thénard. Je rappelle qu'un siège de titulaire et un siège de suppléant restaient à pourvoir. Je propose donc, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, que soit désigné comme titulaire M. Marc Laurent, comme suppléante Mme Louisa Benbouzine. Et je demande donc au Conseil municipal de bien vouloir approuver la composition de la commission consultative des services publics locaux. Des observations, des questions? Monsieur Pour cette observation, on aurait pu, je pense que c'est dans l'esprit, encore une fois, je me répète par rapport à votre municipal. C'est dans l'esprit un peu de ce qui est demandé, de la représentativité. Disons, Mézoise, elle est absente. Voilà, c'est tout ce que je laisse. Sur les titulaires, il y a Mme Lisiane Estrada. Elle n'a pas encore à dire. Non. Je crois que pas.
Ah, vous voulez être... Ah, si vous voulez... C'est pas une importance capitale, on aurait pu le penser. Après, si vous voulez, on peut faire le nécessaire, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui a été désigné, on demande quelqu'un qui était... Mais ça aurait été peut-être... Si vous voulez, on peut vous mettre, on peut vous y rajouter, mais je ne sais pas si vous voulez. Moi, je ne me prends pas la place de M. Laurent ou Mme... Vous voyez ce que je veux dire? Non, on peut vous rajouter. Vous voulez... Oui, oui, ça... Ok. Alors, vous venez à quel titre Si vous voulez. Ouais. Ben, on va vous mettre à titre individuel, on va vous rajouter si vous voulez. Ok. Bien. Titulaire. Ça va pas sur suivant. Non, je ne veux pas prendre la place. Non, c'est bon. C'est pas... C'est bon, il n'y a pas de souci. On met M. Laurent suppléant et M. Focas à titulaire. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Alors, question numéro 11, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération doit préciser les grades correspondant aux emplois créés et les grades correspondant aux emplois supprimés. Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé, s'il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application des 3 derniers alinéas de l'article 3 de la loi précisée. La dernière modification du tableau des effectifs a été adoptée par le conseil municipal le 29 juin 2022. Actualisation du tableau des effectifs, création de postes, budget général. Considérant la nécessité de créer en raison de l'optimisation de l'organisation des services municipaux et dans l'intérêt général, les emplois permanents suivants sur le tableau des effectifs du budget général. Alors, un emploi de l'adjoint technique à temps complet, un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet 28 heures, la filière technique cadre d'emploi adjoint technique territorial et grade adjoint technique. Ancien, l'effectif budgétaire à 34, nouveau 35. La création de l'emploi d'adjoint technique à temps complet. Filière animation, cadre d'emploi adjoint d'animation territoriale, grade adjoint d'animation, ancien 21, nouveau 22. La création d'un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 29 août 2022. Il est demandé au conseil municipal, vu le code général de la fonction publique, vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'approuver la modification du tableau des effectifs exposés, de donner pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois seront inscrits au budget chapitre 012. En synthèse, c'est la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet et un poste d'adjoint d'animation à temps non complet 28 heures. Dans le tableau des effectifs du 29 juin 2022, c'est 224 postes budgétaires et le tableau des effectifs au 29 août 2022, c'est 226 postes budgétaires. Et alors, lors de la présentation de la délibération pour la création d'un poste attaché au tableau des effectifs de la commune,
Madame Estrada avait fait l'observation que sur le tableau des effectifs joints à la délibération, il était mentionné la présence de 3 postes d'attachés dont un seul était pourvu. C'est tourné donc de la création d'un poste budgétaire alors même que 2 postes de grade étaient disponibles. Il convient donc de préciser que les 2 postes vacants correspondaient pour la première au poste de manager de centre-ville créé lors du conseil municipal du 8 juin, Madame Virginie Cotte qui a pris ses fonctions courant juillet, et pour le second, c'est celui qui a été créé le 29 juin comme chef de service enfance, jeunesse et éducation, et dont la titulaire, Madame Christelle Forestier, a pris ses fonctions courant août. Donc ils sont naturellement désormais pourvus. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Question numéro 12. Ressources humaines. Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Et je vais laisser la parole à M. Philippe Curé. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisé, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement du service. Considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien le projet suivant: développement culturel, direction des affaires culturelles, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la création d'un emploi non permanent de directeur des affaires culturelles en charge du développement culturel à temps complet à compter du 1er octobre 2022, relevant de la catégorie A afin de mener à bien le projet identifié suivant: développement culturel, programmation d'événements, culturels, conception de projets culturels, définir la ligne artistique de la ville, etc. Cet emploi est créé pour une durée de 36 mois, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 inclus. L'agent recruté sur cet emploi sera chargé des fonctions suivantes: définir la ligne artistique de la ville, proposer la programmation des spectacles et concevoir des actions culturelles, suivi des budgets, assurer la coordination culturelle et technique des actions mises en place, participer à la mise en œuvre des éléments culturels déjà existants et veiller à leur promotion, fédérer les différents services de la ville autour des projets, participer à la recherche et au développement de nouveaux projets, à leur mise en place et à leur financement, recherche et suivi de partenariat, assurer le suivi relationnel avec les institutionnels et les mécènes. L'agent sera recruté dans le cadre d'un contrat de projet visé l'article L332-24 du Code général de la fonction publique. La rémunération de l'agent sera calculée dans une fourchette de rémunération comprise entre l'indice brut 732 et l'indice brut 821. Il est demandé au conseil municipal de donner pouvoir à M. le maire ou à son représentant pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi seront inscrits au budget chapitre 06. Y a-t-il des questions? Monsieur Omek. La question qu'on se pose, c'est on ne perçoit pas bien l'utilité, dans la mesure où il y a déjà un directeur des services, et que j'imagine que dans sa fiche de poste, il y a déjà ses missions, et donc voilà, est-ce que je peux avoir un peu plus d'explications? Parce qu'on ne voit pas bien, a priori, l'intérêt, mais peut-être qu'on se trompe, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, ou alors il faudra peut-être modifier la fiche de poste de la directrice actuelle, je ne sais pas. Si on peut me répondre, merci. Alors, effectivement, nous, on est en train de réorganiser le service culture, puisqu'on a une ambition culturelle pour la vie qui est assez importante, et donc on avait la nécessité de recruter quelqu'un en supplément de la directrice actuelle. Pourquoi pour répondre à votre question sur la fiche de poste, bien sûr que la fiche de poste de la directrice actuelle sera modifiée.
Et les deux postes sont en complément. On aura une directrice plutôt administrative qui sera chargée de faire réaliser les projets, et on aura une directrice plutôt directeur, plutôt qui sera dans le côté de l'événementiel, l'artistique. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, donc voilà, c'est la réorganisation du service qui fait comme ça, avec effectivement une modification des fiches de poste de tous les membres de l'équipe. C'était un peu ce qu'il y avait il y a peut-être encore 2 ans, quand il y avait Aurélie Poton. Aurélie Poton avait cette fonction-là, et Christelle Baron était toujours à cette place-là. Je veux dire, bon, il n'y a pas de modification, si ce n'est que elle viendra prendre la place qu'avait Mme Poton. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est 6. Qui est pour? Merci. Question numéro 13. Urbanisme, annulation de la délibération approuvant la mise en place d'un projet urbain partenarial parcelle cadastre section CP numéro 75. Je laisse la parole à Jean-Christophe Dalvigo. Nous avions présenté au mois d'avril ce dossier du projet urbain partenarial, puisqu'il y avait sur cette parcelle plusieurs permis, dont un refusé récemment. Le but avait pour objet de financer les travaux exceptionnels qui sont nécessaires pour desservir cette parcelle dans le cadre de la réalisation de nombreux logements. La parcelle est desservie aujourd'hui pour une maison individuelle ou quelques logements. Elle n'est pas desservie pour une vingtaine de logements. Donc nous avions passé ce dossier au Conseil. Le permis, lui, est tombé cet été. Et au vu du permis, aujourd'hui, clairement, on propose de renoncer à la convention de PUP et d'annuler la délibération précédente. Je précise que la délibération précédente n'avait pas été suivie des faits, c'est-à-dire que le PUP n'avait pas été signé ni par M. le maire ni par le décisionnaire. Donc le permis déposé aujourd'hui, on ne peut pas en dire la totalité puisque l'instruction n'est pas terminée, mais on vous a précisé dans l'envoi qu'il relève de plusieurs problèmes. Donc l'instruction ne sera terminée que quand les délais légaux seront passés, mais d'ores et déjà, on sait que ce permis ne va pas être accordé. Voilà. Donc on vous propose de revenir sur la délibération du 13 avril, je ne sais pas si c'est le 13, oui, du 13 avril 2022, et d'annuler ce projet de convention, et donc de proposer à M. le maire, bien entendu, de ne pas le signer. L'instruction permis, ça relève directement de l'exécutif. Ce n'est pas le conseil municipal aujourd'hui qui décide si le permis est donné ou pas. On informe simplement le conseil que ce permis va avoir des difficultés et qu'il va probablement être refusé. Donc, je ne sais pas si on a remis la convention de PUP avec la loi de l'ordre du jour. Oui. Oui, d'accord. Ça n'a pas changé, hein. Mais le projet, en gros, se heurte à plusieurs soucis, et notamment un avis défavorable du service des eaux pluviales pour des conséquences sur les ruissellements. Et on sait tous qu'il y a des sujets importants à Metz à ce sujet. Voilà. Et il y en a dans le Sorèze en particulier. Il y a d'autres points techniques, notamment sur le stationnement, qui posent problème. Quand vous déposez des places de stationnement légales, obligatoires, mais qu'il y en a 3 les unes derrière les autres, ça pose un souci. Parce que les habitants qui sont dans les différents logements, ils ne sont pas censés avoir la voiture les unes derrière les autres et savoir dans quel ordre ils vont sortir le matin ou le soir. Donc on voit qu'il y a eu une optimisation maximum des conditions légales, et c'est un peu pareil sur la totalité de ce permis. Voilà. Donc ça sera repassé, s'il y a un nouveau projet, ben, on en reparlera, mais visiblement ce projet-là aujourd'hui ne sortira pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Petite question vite fait.
Est-ce que vous êtes en contact avec l'instigateur du projet? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des échanges quand même informels ou formels? Tout à fait. Alors, on vous laisse voir un peu comment ça va évoluer après, parce que je suppose que vous lui avez dit déjà que... Aujourd'hui, il est entendu, il est informel. Avant le dépôt du permis, on s'était rencontrés, notamment pour la question des modifications de PLU qu'on avait voté en conseil. Donc on avait informé, on avait aussi essayé de sensibiliser à l'aspect et esthétique et quantitatif, on va dire, et au volet social aussi, puisque dans le projet il y avait zéro appartement. La problématique a été exposée. Bon, le permis est arrivé déposé comme il était bon à l'origine. Hein. Le précédent motif de refus, il y avait un problème sur les toitures, un problème sur les alignements de façade. C'était le dernier refus. Ça a été réglé, mais tout le reste qu'on a évoqué n'a pas été pris en compte. Moi, je devais avoir un rendez-vous avec le porteur du projet, mais il a eu un problème médical, on se voit demain matin, et on va discuter de l'avenir, effectivement, sur cet espace-là. Lui, c'est l'équilibre financier de son projet qui compte. Oui, pour lui. Probablement. Maintenant, il y a le projet lui-même, en tant que projet technique tout seul, et puis il y a la ville. Il y a là où ce projet se pose. Et il faut discuter des deux. Voilà. Donc j'ai rendez-vous demain matin à 9h, vous allez vous cacher. D'autres questions? Écoutez, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. La question numéro 14, Foncier, a sa libération du 16 septembre 2021 pour l'acquisition des parcelles concernées par l'élargissement du chemin Cagoulou. Je laisse la parole à nouveau à Jean-Christophe David. Donc, le conseil municipal précédent avait délibéré pour les parcelles nécessaires à l'acquisition de descente de Cagoulou. Cette délibération prévoyait à peu près, il n'y a qu'une parcelle qui a changé en métrage, prévoyait à peu près les mêmes choses, sauf qu'on y a rajouté, donc je pense, peut-être que la dernière était la DZ, là. Oui, elle y était aussi. On a précisé deux choses. D'une part, le signataire a été évoqué, c'était Henri Crétou, son représentant, donc ça ne peut pas être signé aujourd'hui. Donc on propose de modifier ça, bien entendu. Ensuite, on a des négociations avec les riverains. La précédente délibération évoquait un achat à 15 €, point, le mètre. Il y a des négociations avec les riverains qui font qu'il peut y avoir des sessions gratuites. Donc on ne va pas s'en priver. Donc là, c'est entre 0 et 15 € maximum. Et ensuite, la parcelle BZ, 550 quelques mètres carrés, elle est en zone naturelle, elle n'est pas en zone du 3. Donc là, encore une fois, le prix ne sera pas le même. Donc l'objet de la délibération, c'est de pouvoir réserver les travaux qui sont déjà quand même urgents maintenant, avoir une vision complète qu'il faut au niveau des métrages, négocier avec les partenaires et les sociétés privées. Enfin, il y a des particuliers et il y a des personnes morales aussi. Voilà. Donc là, on autorise M. le maire à négocier dans la limite de 15 € maximum. S'il peut signer à 0, tant mieux. S'il signe à 2, tant mieux. Et s'il doit signer à 18, il ne pourra pas. Voilà. C'est entre 0 et 15 €. Par ailleurs, cette délibération, il faut qu'on prenne conscience de l'impact budgétaire du chemin de Cagoulou. Je pense qu'il faut en dire un mot quand même. Parce que jamais au conseil municipal, on a présenté un projet complet. Entre les acquisitions, les constructions de murs, les réservations de réseau, les renforcements et les confortements, on va arriver à un budget entre 600 et 800 000 €. Il faut quand même que les maisons le sachent. C'est un impact important, puisque c'est un dénivelé important, hein, cet endroit-là, il y a des contraintes et des suggestions techniques très particulières, il y a des problèmes de sécurité importants à gérer, mais le fait d'avoir fait ce choix d'urbanisme a un impact. Moi j'estime ça entre 600 et 800 000 €. Entre les marchés qui ont déjà été passés, les réservations, les acquisitions foncières, les confortements de murs,
et les obligations qu'on va avoir en termes de réseau, on est à peu près à ces montants-là. Il faut le savoir. Par ailleurs, on a, dans la modification du PLU qu'on a proposé dernièrement, on a créé une réservation qui part justement d'en bas du chemin de Cagoulou, qui remonte le chemin de Saint-Denis, pour avoir une logique d'urbanisme, desservir ce quartier. Parce que si on se contentait de faire donc la descente et qu'on laisse le chemin de Saint-Duron en l'état, ça servirait strictement à rien pour tout le quartier. Donc on est sur des impacts budgétaires très importants. Et je pense qu'il faut que les conseillers municipaux et la population en aient bien conscience. Parce que ça n'a jamais fait l'objet de programmes particuliers, d'investissement. On est sur du pluriannuel qui nous aide pas. Donc il faut le savoir. On n'a pas décidé, mais on va le mener à bien. Y a-t-il des questions? C'est juste une remarque quand même, parce que bon, il faudrait que les gens le sachent aussi. C'est que dans les emprises concernées, il y a la parcelle CB58, 120 mètres carrés environ. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il a été fait un mur chez cette personne-là, et on n'a pas encore passé la parcelle. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes monté ou descendu à Cagoulou, il y a des camions qui sont garés. On est allé voir la police, on lui a demandé de ne pas se garer là, et le gars nous a répondu: je suis chez moi ici. Et malgré ce, la mairie venait de lui a fait le mur. Donc voilà, je pense qu'avant de faire des murs, il faut d'abord en première chose, il faut faire les acquisitions. Voilà, je tenais quand même à le signaler. C'est pour ça que le gars est garé, mais à juste titre, il est chez lui. Pas de questions? Juste, il ne faudra pas se tromper lorsqu'on fera les aménagements. Voilà, parce que... Ils sont déjà faits pour une partie, puisque l'ancienne municipalité avait fait pour partie des aménagements que nous héritons, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on doit passer en fait l'acquisition des parcelles. Non, mais il n'y a rien, par le mur, il n'y a rien. Voilà. Si, ça a été creusé quand même, ça a été décaissé, pas chez nous. Quand je parle d'aménagement, je veux dire des choix pisciclable, pas pisciclable, double sens, sens unique, je te parle de ces choix-là. Oui, ça c'est super. Il ne faudra pas se tromper parce que le coup est fort, on ne va pas casser, parce qu'on s'apercevra que ça ne marche pas. Non, tout à fait. Sur ces prévisionnels-là, on a plusieurs endroits dans Metz où on va être confronté à ça quand même, il faut le savoir. Donc ça pèse doublement. Là, dans le cas de Cagoulou, sur le mur du départ en haut, c'est simplement parce que la mairie, quand le projet des promoteurs est sorti, a gardé le talus, que la mairie a été obligée de faire les murs. C'était un marché à 135 000 €, je crois, Marcel, ou quelque chose comme ça. Une première tranche. Il y a d'autres choix qui auraient pu être faits. En disant aux promoteurs, pas de problème, on vous cède le talus. Vous en faites votre affaire. Ça aurait été un bon déclenchement pour se gérer tout Cagoulou. Ça aurait pu se faire comme ça. Mais bon, on y reviendra parce qu'il y a d'autres endroits où on va être un petit peu sur ces problématiques-là, essayer de courir après des aménagements mal pensés. Alors je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Alors, le projet de délibération que je vous avais demandé de rajouter, c'est environnement et cadre de vie, proposition d'adhésion à la charte haute propre. Et je laisse la parole à Nicolas Mois. Merci, monsieur le maire. Je pars au conseil municipal d'un conseil président du département de l'Hérault appelant les communes à adhérer à un dispositif partenarial et collaboratif en faveur de l'environnement intitulé Haute propre. Cette opération se concrétise par la signature d'une charte visant à démultiplier les actions des institutions et celles des bénévoles en faveur du ramassage et du tri des déchets présents sur les routes départementales et les pistes cyclables du territoire montagneux. La commune de Metz, déjà sensibilisée à ces pratiques, a participé à la semaine départementale de ramassage et tri des déchets sauvages
et souhaite, dans le cadre de sa politique en faveur de l'environnement, démultiplier les actions appelant au civisme et à la mobilisation de ses forces vives, les associations, les acteurs économiques, les habitants, y compris les enfants. La charte proposée par le département permet de porter une vision commune des enjeux écologiques liés aux déchets sauvages, tout en apportant des réponses opérationnelles. En effet, pour développer des pratiques éco-exemplaires, cette charte d'engagement mutuel entre la commune et les départements intègre des dispositions en lien avec des actions de sensibilisation pour changer durablement les pratiques des actions éco-citoyennes concrètes de ramassage, de nettoyage et tri des déchets, mais aussi des actions en lien avec la prévention pour diminuer la production des déchets à la source. Le département s'engage à soutenir les communes signataires dans ces actions en les dotant de fournitures de gants et sacs poubelles pour les opérations citoyennes, de nettoyage, de gadgets écologiques pour remercier les participants, mais aussi en mettant à disposition d'équipes de communication clés en main. Je précise que la signature officielle de la charte route propre se déroulera le 19 septembre à l'hôtel du département, en présence des communes de l'Hérault signataires. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Metz à la charte route propre proposée par le département de l'Hérault. Autorisez, monsieur le maire, son représentant, à signer ce document et toute pièce afférente au dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune. Je soumets au vote. Madame Imbert ne prend pas au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, je voulais juste vous signaler, pour information, début d'année, la sous-préfète de l'Hérault, Madame Darmon, vous avez sollicité par rapport à l'accueil des Ukrainiens et on avait envoyé pas mal. Il y avait des gens qui s'étaient proposés pour les recevoir. On avait essayé de mettre les choses en place, mais jusqu'à présent, on n'a eu aucune demande. Et il y a on va dire il y a 3 semaines, une famille ukrainienne est arrivée à Metz par ses propres moyens. Cette dame avec 4 enfants est arrivée, partie avec sa propre voiture, partie d'Ukraine, de Kharkiv exactement. Et avec 4 enfants, elle est passée en Pologne en mai 2022 et après 3 mois d'errance, elle est arrivée sur Metz par hasard et Metz lui a plu et elle s'est installée sur Metz par ses propres moyens. Voilà. Alors sachez que cette personne, ces personnes-là, nous avons fait le nécessaire avec la préfecture pour qu'ils puissent avoir un titre de séjour de 6 mois. C'est pas encore fait, mais ça va se faire. J'ai eu la sous-préfète tout à l'heure au téléphone. Et ces enfants seront scolarisés sur Metz, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui iront aux écoles élémentaires et 2 qui iront au collège sur Metz. Voilà. Après tout le nécessaire est fait. Voilà ce que je vous pouvais dire sur cette famille-là, et c'est un complément aussi, Philippe, aussi d'une famille du Nigeria qui est aussi sur Metz et qui est aussi scolarisée sur la commune et qui sont pris en charge par des associations. Voilà. Donc sachez que d'ici peu, on sera amené à prendre des décisions pour ces personnes-là, mais bon, sachez que pour le moment ils sont pas. On va dire, ils sont pris en charge par des associations et par la préfecture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le prochain conseil municipal aura lieu fin septembre. Et dès qu'on aura fixé la date, on vous le dira. Voilà, en tout cas, bonne soirée.